l'inscription dans le circuit de la pulsion invocante qui a cette spécificité, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup discuté avec Alain, de ne pouvoir se boucler qu'en introduisant la présence de l'autre. C'est-à-dire que si on prend le circuit de la pulsion tel que Lacan dans le séminaire 11 la dessine, il n'a pas besoin de faire rentrer en jeu cette présence-là. Or, si on veut penser de façon un peu plus précise la pulsion invocante, à la suite d'Alain, mais à la suite de personnes comme Michel Poisat, dont je m'inspire beaucoup, bien sûr, l'idée, c'est quoi? C'est que il y a un premier cri mythique, ou en tout cas qui serait une espèce de reconstruction, qui serait l'expression d'un état de souffrance qui ne serait pas un appel. Et c'est ce que Michel Poisat avait très joliment nommé un cri pur. Mais ce cri pur, la plupart du temps, il ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, il est accueilli et il va très vite être interprété. C'est ce que j'appelle, moi, la position de l'environnement qui met l'enfant en position de sujet supposé parlant. C'est-à-dire que dès le début, l'environnement fait l'hypothèse que ces manifestations sonores, ça a du sens, même si c'est pas forcément le cas. Hein, mais Pierre Rolanier a eu cette très belle expression, dire en fait, c'est une violence interprétative, c'est-à-dire nécessaire. Bon. Alors, donc là, on voit bien que ce cri, il tombe dans l'oreille d'un non-sourd, on peut l'espérer, et que cette pulsion, pour pouvoir se boucler, va exiger que cet environnement réponde et que la voix, la dimension sonore, mais pas forcément la voix, hein, parce que je veux dire, on sait très bien que les mères qui sont muettes peuvent très bien s'adresser à leur enfant sur un mode tactile. Enfin, il y a tout un tas de modalités. Hein, je veux dire, quand on parle de voix, enfin, à mon avis, aujourd'hui, moi, la façon dont je pense la pulsion invocante, ça serait plutôt, je veux dire, le vecteur, tout canal de communication qui permet la possibilité d'une adresse. Voilà. Et donc, ça peut être par le regard, ça peut être par le toucher, ça peut être par la voix, mais c'est cette fonction d'adresse qui me paraît aujourd'hui nécessaire de différencier de la question de l'appel. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup pensé, et avec Alain, la question de la pulsion invocante du côté de l'appel. Je pense qu'on est obligé de penser deux niveaux. On peut être adressé sans être appelé, et on peut être appelé sans être adressé, et que je pense que cette déconnexion des deux va créer des destins assez différents. Je ne vais pas répondre à ta question, mais bon. Pour amener l'eau à ton moulin, les personnes qui pratiquent l'aptonomie silencieuse, enfin, effectivement, une adresse, une réponse, oui, qui proto quelque chose, qui sera pensé rétroactivement comme ayant été quelque chose qui fait venir. Oui, je crois que cette question de l'adresse, elle est essentielle. Et penser la question de la pulsion invocante en termes d'adresse et non plus simplement en termes d'appel, nous permet aussi de la déconnecter de la dimension sonore dans laquelle peut-être on a tendance un peu trop souvent et du sens. Tendance à l'écraser. Mais la haine, et la haine. Alors la haine, justement, ça serait impossible. Alors, comment te dire? J'ai esquissé rapidement cette question de l'assignation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, tu comprends assignation? Oui. Voilà. À partir du moment où on parle, où on nous parle, les mots que l'autre a pour nous assignent à une place. Et ça, on pourrait dire que c'est très, très clair dans la clinique de l'autisme.
C'est-à-dire que l'autiste, il n'est pas hors communication. Pour ceux qui travaillent avec des autistes, vous avez eu tous l'expérience qu'un autiste, il peut vous prendre la main, vous amener pour prendre un objet, enfin voilà. Il n'est pas hors communication. Ce qu'il refuse, c'est la question de la parole. Et donc, c'est-à-dire de sacrifier la voix sur l'autel de la parole. Puisque pour pouvoir parler, il faut sacrifier la voix. Voilà. Donc là, il y a une différence, je crois, entre ce qui est de l'ordre de cette dimension de la communication, ce qui est cette dimension de la parole, ce qui est la dimension de l'adresse, et ce qui est de la dimension de l'invocation. Voilà, tu vois, je pense qu'il faudrait faire ce millefeuille pour penser un petit peu. Alors, pour répondre à ta question, et la haine, Nathan, ben, c'est-à-dire que quand on invoque, on fait l'hypothèse, et ça, c'est ce que Alain a magnifiquement démontré tout au long de son œuvre, quand on invoque, on fait l'hypothèse de quelqu'un qui n'est pas forcément là, qui ne répondra pas forcément, mais dont on fait l'hypothèse qu'il peut entendre ce que nous sommes en train de soutenir. Voilà. Ça, c'est une expérience, effectivement, extrêmement forte, et tous ceux qui ont fréquenté Alain, je crois, ont été touchés par ça. C'est-à-dire que Alain était, pour nous, extrêmement invoquant. C'est-à-dire qu'il entendait chez nous des choses qui n'y étaient pas, et parfois le fait effectivement qu'il les entende ou qu'il les suppose nous obligeait parfois à nous hisser à la hauteur de ce qu'il pensait de nous, de ce qu'il croyait que nous pouvions produire. Voilà. Alors ça c'était une expérience, et ça c'est une expérience avocante. Oui. Tu vois, voilà. Donc, mais ça c'est le négatif de l'assignation. C'est-à-dire que l'invocation c'est une supposition, l'assignation c'est quelque chose effectivement qui nous met à une place. Et notre ami Lucifer, en tout cas tel que Alain le décrit, c'est que lui, il réussit désespérément pas à sortir de cette position d'assigné. Il réussit pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et en plus de ça, il est assez, comment dirais-je, il est assez honnête, Lucifer, dans le texte d'Alain, parce qu'il dit, mais je vois bien que tu es bon, je vois bien que tu essaies de me sauver, je vois bien que tu essaies de me retenir. Bah, voilà, il est bien obligé de reconnaître que Dieu fait plein d'efforts pour le tirer de ce mauvais pas, mais quelque chose dans Lucifer ne réussit pas à faire ce pari que autre chose est possible. Et ce pari, c'est, oui, effectivement, je suis de fait ce déchet que j'ai découvert au moment où j'ai découvert que tu n'étais pas tout puissant, parce que l'impuissance de l'autre me renvoie bien sûr à ma propre impuissance. Donc je suis ce déchet, mais en même temps je peux être autre chose. Et ça, Lucifer, il n'y arrive pas. Et cette autre chose, c'est ce qui lui permettrait effectivement d'avoir accès à la dimension de l'invocation. Voilà. Enfin, c'est ce que je lis dans le texte d'Alain. Actuellement. Maintenant, peut-être que dans quelques années, ça sera autre chose. Oui, dans cette nuance entre la détestation et la haine, est-ce que c'est une nuance ou est-ce qu'une frontière? Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui peut être apaisant, c'est quand quelqu'un se suppose impuissant. On dit, mais c'est impossible. Il peut y consentir ou pas? Ouais. Oui, mais on sait très bien que chez certaines personnes, c'est impossible d'entendre c'est impossible. Ouais. Voilà. Et là, Et là, effectivement. Il va te passer le micro après. Je suis très content d'entendre cette distinction entre adresse et assignation, qui est la raison pour laquelle j'ai justement proposé pulsion otique au lieu de pulsion invocante. Parce que dans le cadre de la pulsion otique, il est tenu compte du fait que la pulsion n'invoque pas toujours
que la voix n'est pas toujours invocante, mais persécutante. Il y a une contradiction entre la voix du surmoi et la voix de ce moi primitif qui ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, qui donne de la voix. Il donne de la voix, c'est déjà beaucoup, mais il est immédiatement interprété, et interprété d'une façon qui impose un sens et un seuil, alors que l'enfant a entendu toujours les deux, l'amour et la haine, mêlés. C'est-à-dire qu'il a décrypté qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour sans haine. Mais il lui revient quelque chose qui l'assigne à être uniquement ou un enfant qui demande trop, ou un enfant qui ne veut pas à ce qu'on lui donne. Et le malentendu va continuer, bien évidemment. C'est l'impossibilité du dialogue, etc., qui fait que nous avons bien affaire à l'impulsion, sans objet, comme disait Freud, qui n'a qu'un but. Et le but, c'est calme-toi, dors, c'est l'hypnose. Le but de la pulsion dite invocante, c'est l'hypnose. Je crois aussi, alors bien sûr, j'avais lu ton bel ouvrage, Elle écrit la voix, mais je pense aussi que c'est pour ça qu'Alain a insisté jusqu'à la fin à écrire invocante Q-U-A-N, envers et contre tous. C'est-à-dire que j'ai la graphie aujourd'hui qui est la plus courante, c'est bien sûr invocante avec un C. C'est celle qu'on trouve dans les séminaires de Lacan, c'est celle que j'ai adoptée, c'est celle que Michel Poisat avait adoptée aussi, parce que on se disait que c'était le plus simple, puisque c'était passé, je dirais, dans l'usage. Alain, jusqu'à la fin, chaque fois qu'il m'envoyait des messages écrits, puisque à l'oral ça s'entend pas, mais il écrivait pulsion invocante Q-U-A-N-T-E. Voilà. Alors, c'est intéressant, parce que alors, il n'a jamais voulu répondre. Je lui ai dit, Alain, mais pourquoi, explique. Alors bon, il m'a donné des petits bouts comme ça, mais il était taquin. Je suis pas sûr qu'il avait une vraie réponse à cette question-là, mais en tout cas, il y tenait de façon très, très importante. Je crois que c'est l'idée, en tout cas, j'en suis arrivé à cette conclusion, l'idée que toute pulsion a une dimension invocante. Voilà. Que c'est pas la pulsion qui est invocante avec l'adjectif invocant, mais que l'invocation comme verbe, invoquer, donc le participe présent invocant, Q-U-A-N-T, serait caractéristique de toute pulsion. En tout cas, c'est un destin possible de toute pulsion. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait cette intuition chez Alain. On n'avait pas beaucoup parlé, par contre, de cette question de l'adresse, etc., etc. C'est quelque chose que j'étais en train d'élaborer et qu'on n'avait pas eu le temps de discuter vraiment. Jean-Michel, c'est important ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu dis que tu trouves autre chose au bout d'un certain temps en lisant le texte. Alors, je ne l'ai pas relu, mais quand Alain l'a écrit, là j'étais tout à fait dans le coup, dans le cadre du mouvement assistance, et moi j'ai entendu autre chose, alors je vais le dire, tout ce que tu dis, c'est intéressant. Ce qui me semblait important, c'est justement le coup. Il y a un coup. Il n'y a pas d'après-coup. Puisque je dis que ce qui est important au début, c'est l'après-coup. Bon. Alors le coup, c'est quoi? Aussi, c'est que dans ce dialogue que tu as bien décrit entre Lucifer, qui va devenir Satan, et puis Dieu, il y a un moment où
je ne sais plus bien comment c'est décrit, parce qu'il doit y avoir un échange particulier, peut-être dans le regard, où Dieu sait que Lucifer sait, le truc, sait qu'il n'est pas tout puissant. Et le fait que Dieu sache que Lucifer sait, et que par conséquent, ce quelque chose en question n'est pas acceptable par Dieu, le réel, là, au lieu du non-savoir de l'autre n'est pas acceptable, à ce moment-là, immédiatement, il le lâche. J'ai ça comme souvenir. Je ne sais même pas si c'est écrit dedans, mais même si c'est pas écrit dedans, tu te le sens pour moi, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas écrit dedans. C'est-à-dire que il lui échappe, vraiment. Dans le texte d'Alain, et je trouve que c'est très joli parce que on voit très bien qu'il y a ces efforts voilà, il y a vraiment ces efforts du créateur pour sauver sa créature, et à un moment c'est plus possible. Et donc non, il le lâche pas, enfin en tout cas pas dans le texte. Je crois que c'est plus intéressant qu'il ne le lâche pas. C'est-à-dire qu'il aimerait pouvoir le sauver, mais je crois qu'on retrouve un petit peu ce que disait Paola ce matin, c'est-à-dire que Lucifer n'en fait pas le choix. Voilà, Lucifer n'en fait pas le choix. Et d'ailleurs, tous les chapitres ensuite le montrent bien. C'est-à-dire, la question étant, est-ce que Lucifer va revenir vers Dieu ou pas? Il semblerait que ce soit pas possible. Et après, la question c'est, est-ce que l'humain peut revenir vers Dieu après l'affaire, si j'ose dire, l'affaire du où es-tu, donc dans le jardin d'Éden. Voilà. On se donne encore 1 ou 2 minutes. C'est une question ou une réflexion? C'est pas une question, mais ça me rappelle simplement. Attends, je te donne, Dominique, je te donne le micro, s'il te plaît. Oui. Et après, Henri Fontaine. Oui, par rapport à l'invocante participe présent du verbe, le jour où j'ai entendu que signifiant était non pas un substantif, mais un participe présent, c'est en train de signifier, tout d'un coup, ça produit une autre dimension. Il n'y a pas aussi le fait que, je sais plus bien, ça ne peut pas être au masculin, au féminin. Il n'y a pas un truc comme c'est aussi dans l'avocant, dans la langue française, je ne sais pas. C-A-N-T-E et Q-A-N-T-E. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Alain avait fait le choix de le faire. Oui, mais c'est ça. Il y a une faute d'orthographe. Ouais, c'était un néologisme, effectivement, de la part d'Alain. Juste une petite chose. Assignation adresse. Pensez-vous que l'adresse est une provocation? Est-elle provocante? Je pense que elle peut pousser à parler, oui, au sens étymologique du terme, bien sûr. Provocation. Ouais, c'est-à-dire, elle peut pousser à parler. Et ce qui est problématique pour Lucifer, c'est que il ne pourra pas. C'est-à-dire, si Alain insiste, à mon avis, autant sur l'idée que c'est un ange de lumière, c'est-à-dire que pendant que les autres roucoulent, comme dit Lucifer, pendant que les autres roucoulent, lui, il diffuse de la lumière, il est lumineux, c'est comme ça qu'il glorifie Dieu, et ça ne lui permet pas de sortir de cette position-là. Mais pour poursuivre, si l'adresse est provocante, elle pousse à la haine. Pas seulement. Possible. Pas seulement. C'est-à-dire que... Dans le propos qu'il oui. a donné là, de ce texte. Oui. Ah oui. Dans le texte d'Alain. Mais je crois que ce qu'Alain a développé tout au long de son œuvre, il y a en tout cas une veine qui est l'articulation du bien dire et du mal dire.
Voilà. C'est-à-dire que les deux ne sont pas déconnectés et encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'Alain avait une pensée extrêmement complexe, je veux dire, on le sait, et topologique, même si il faisait pas des petits dessins, mais sa pensée l'était. C'est-à-dire cette intrication entre le bien-dire et le mal-dire. C'est-à-dire c'est pas le bien-dire et le mal-dire l'un de l'autre, mais par exemple tout ce qu'il développe dans les traitements de la loi sur la contamination par le tabou, les choses comme ça montre bien effectivement qu'il peut y avoir comme ça du réel qui infiltre le symbolique sans qu'on puisse l'arrêter. Donc en fait une malédiction qui vient s'infiltrer. Une malédiction. Oui, c'est ça. Deuxième oral. Là, tu me fais penser à une chose à propos du nom Lucifer. C'est-à-dire, quand tu parles de Lucifer, de lumière, je pensais à propos de ce que nous avons parlé ce matin, d'une approximation entre la lumière et la haine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de haine dans la lumière? Et si ce que tu dis par rapport à cette façon de poser les choses qu'Alain avait, nous renvoie tout droit à la question du paradoxe et à la question où nous ne sommes pas dans la lumière, nous sommes dans l'obscur et la lumière, c'est-à-dire dans les baroques. Ces sombres clartés qui tombent des étoiles. Déjà, c'est une magnifique proposition, les sombres clartés qui tombent des étoiles. Mais c'est ça, il y a la lumière qui va venir mettre à jour, et puis il y a les sombres clartés qui viennent mettre en évidence qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vues. Oui, parce que la lumière, trop de lumière brûle. C'est l'enfer. Et je dis ça parce que il y a tout un courant au Brésil à ce moment qui ont profité de l'idée du baroque pour dire que les problèmes du Brésil, c'est le baroque. Alors, il faut revenir à la lumière. Et c'est ça, revenir à la lumière, c'est revenir à l'enfer. Et faire tout brûler. Et nous sommes de l'autre côté. Nous sommes du côté où c'est pas l'obscur, mais c'est les deux côtés de choses. Et quand on nie un de ces côtés-là, c'est nul. Hein. Nous sommes dans... Tout à l'heure, j'ai très rapidement dit, enfin, à un moment, je me suis vraiment intéressé aux mensonges d'enfants, parce que j'avais beaucoup de parents qui venaient me voir catastrophés par les mensonges d'enfants. Et comme c'était assez nouveau dans ma clinique, je me disais, mais pourquoi voilà, parce que c'est cette histoire. Et quand, très benoîtement, je disais aux parents, mais vous savez, les mensonges, bon d'accord, c'est pas très agréable, mais ça peut être aussi intéressant. Imaginez que un mensonge pour votre enfant, c'est avoir l'expérience que quelque chose de lui vous échappe. Je racontais, je leur dis, vous savez, très longtemps, votre enfant a pensé que vous pouviez lire complètement en lui, qu'il était transparent, et puis tout d'un coup il s'aperçoit qu'il y a une petite partie comme ça qui échappe, et qui est cette partie d'intimité, c'est ça, c'est-à-dire cette part d'ombre qui est absolument nécessaire, et qu'aujourd'hui tend à disparaître de façon catastrophique. Black Mirror, la magnifique série anglaise, en a fait un épisode. Je veux dire, bon, le fait qu'effectivement on puisse tout voir constamment, qu'il n'y ait plus rien effectivement qui échappe au regard,
On comprend que les gamins qui sont regardés par des caméras dans leur chambre pour voir si tout se passe bien, en plus de ça, les parents, la plupart du temps, ils disent oui, mais c'est pour son bien, on a peur, on est inquiet, ok. Mais du coup, si la seule façon pour eux d'expérimenter qu'ils peuvent échapper au regard de l'autre, c'est de mentir, bon, peut-être que c'est un moindre mal. Pour reprendre, passer la parole à ce dont nous parlait Paola sur la mise en scène du spectacle. Souvenez-vous des magnifiques images des Jeux Olympiques de Lena Riefenstahl. L'homme à rien n'a pas d'ombre. Pleine lumière. Ni la nudité, ni etc. Enfin, la beauté du monde, l'homme à rien n'a pas de lumière. Enfin, il n'a pas d'ombre. Et que dans la lumière. On voit tout. Pas seulement le zizi ou les muscles. On voit tout. Voilà. Pas d'ombre. Je voulais revenir sur le mensonge. Je pense que c'est très important actuellement, le mensonge des enfants, parce que dans l'énonciation des parents au sujet de l'interdit, ils ne disent pas c'est pas permis, ils disent il ne faut pas. Et c'est comme quelque chose, une séduction. Si tu veux me plaire, il ne faut pas faire ça. Donc ils mentent pour cacher ce qu'ils supposent qu'ils ne plaît pas à leurs parents. Puis il y a une deuxième chose, c'est à propos de l'autisme. Quand vous dites ils refusent d'être assignés, je pense qu'ils refusent d'être assignés, effectivement, pour une raison qu'ils ne peuvent pas dire, qui est que dans leur venue au monde ou après, la non-parole ou la parole des parents au sujet de ce que l'enfant a vécu dans ses perceptions, la parole n'a pas eu lieu ou la parole est tombée à côté. Donc ils refusent de s'identifier à ce lieu qui parle faux et donc ils n'écoutent pas et ils se replient comme on le voit. Et ça me paraît très important, et notamment dans les traumas de la naissance. J'ai un jour une sage-femme chanteuse qui m'a raconté l'histoire suivante. Elle était en train de faire un accouchement et elle a accueilli un petit garçon qui était tout rouge, tout essoufflé, et tout. Bon, c'était passage en couveuse. Et en fait, elle a eu l'idée suivante, c'est qu'il avait eu peur de son propre cri. Et elle lui a dit, tu vois, tu viens de crier, tu viens de respirer, tu es né, c'est fini, et ce cri, il va te servir beaucoup parce qu'il va te servir à rappeler ta mère. Et l'enfant est redevenu joli, il n'est pas allé en couveuse. Oui. Mais au-delà de la question du mensonge que vous articulez de façon tout à fait pertinente, je crois que c'est même l'idée d'impossible qui n'est pas transmise. C'est-à-dire que, dans il ne faut pas, l'idée d'impossible est même pas esquissée. Parce que l'interdit, c'est déjà une interprétation, pourrait-on dire, névrotique de l'impossible. C'est-à-dire que l'interdit, c'est il suffirait que pour, c'est interdit ici, mais ça peut être possible dans d'autres conditions, etc., etc. Non, il y a des choses qui ne sont pas interdites, il y a des choses qui sont impossibles. Et ça, c'est un autre type de rapport. Voilà. Et je crois que les parents, en disant faut pas, glissent complètement du côté de cette impossibilité, si j'ose dire, d'aider l'enfant à penser à un impossible. Merci. Tu es tout malade, ça? Tu es d'accord? T'as pu bien la tirer. Merci. Merci. Je propose qu'on fasse une pause, s'aérer un peu, se nourrir éventuellement. On se retrouve dans une demi-heure et Fabienne présentera la troisième acte artistique. Probablement nous commencerons par la musique et ensuite les acteurs vont venir. À tout à l'heure. Intervention de ce matin. J'ai posé quelque chose.
Ça va? Ça va. C'est bien, hein? Oui. Ça Très pense, bien. ça discute, ça... Oui. Oui, les chemins de la pensée, ils suivent, ils glissent. tout Et en même temps, il y a des doucement. récurrences qui nous font monter un peu plus à chaque fois. Il y a une récurrence, il y a une question, Oui. et quelqu'un y répond autrement, Oui. et nous, dans une heure, on y répondra autrement. Oui. Très bien. C'est bien ça, hein? On travaille beaucoup.